mes invités. On va essayer de définir un peu l'économie circulaire parce que c'est vrai que tout le monde en parle. Alors si on s'en réfère à l'ADEME, qui est quand même une référence, l'économie circulaire, c'est un système économique d'échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits, que ce soit des biens ou des services, vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources et à diminuer l'impact sur l'environnement tout en développant le bien-être. Alors, en d'autres termes, l'économie circulaire, elle consiste tout simplement à produire des biens et des services de manière durable en limitant la consommation et le gaspillage des ressources et de la production de déchets. Dans d'autres termes, encore une fois, il s'agit de passer d'une société du tout jetable à un modèle économique plus circulaire. Alors, durant cette journée, je vous l'ai dit, on va recevoir des acteurs de cette économie circulaire. Je vais vous les présenter pour cette première table ronde. Il s'agit de Camille Bardou, bonjour. Alors vous êtes chef de projet la collecte.tech pour Emmaüs Connect. À vos côtés, il y a donc Clément Goyot, vous êtes attaché commercial chez Carton Plein. Bonjour. Et puis, à vos côtés, Jean-Paul Raillard, vous êtes président de la fédération Envie. Alors, avec vous trois, on va parler bien sûr d'économie circulaire, mais pas seulement, puisqu'elle est aussi solidaire. Et on va tout de suite comprendre pourquoi. Tout d'abord, je vais demander à chacun de vous de vous présenter et puis de nous expliquer ce que vous faites. On va commencer avec vous, Camille Bardou. Moi, je connaissais Emmaüs, mais la collecte.tech, la collecte Emmaüs, c'est quoi? Alors, je ne sais pas si on m'entend. Oui, c'est bon. Dans le mouvement Emmaüs, que vous connaissez certainement, il y a plusieurs associations. On peut penser à l'Abbé Pierre, Emmaüs Alternative. Et parmi ces associations, il y a l'association Emmaüs Connect. L'objectif d'Emmaüs Connect, c'est de faire du numérique une chance pour tous. Donc on va lutter contre la fracture numérique qui touche aujourd'hui 12 millions de Français. Comment est-ce qu'on fait? On lève 3 freins. On permet aux personnes d'avoir accès à de la connexion. On leur permet de savoir utiliser l'outil numérique, ce qui n'est inné pour personne. Et puis, on leur permet évidemment d'avoir accès à ce fameux outil numérique. La collecte.tech, du coup, c'est le projet qui vient répondre à cet enjeu autour de l'équipement. Donc, vous avez 8 millions de Français aujourd'hui qui sont coupés du numérique faute d'équipement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller solliciter les entreprises. On va leur demander de nous confier les équipements qui sont dormants dans leurs bureaux, dans leurs locaux ou alors qu'ils sont en train de renouveler. On va les faire reconditionner par des structures d'insertion au local. Et ensuite, on va les vendre à tarif solidaire à ces fameuses personnes qui sont aujourd'hui en galère parce qu'elles n'ont pas d'équipement numérique. Merci. Clément Goyot, vous, c'est Carton Plein. Alors, qu'est-ce que vous faites? Expliquez-nous. Ok, donc Carton Plein, c'est une association qui œuvre pour l'inclusion sociale et professionnelle. On travaille avec des personnes qui sont en situation de précarité ou de grande précarité. Ils sont assez éloignés du milieu, du domaine de l'emploi. Donc en fait, l'idée, ça va être à travers des activités d'économie circulaire et de logistique du dernier kilomètre en mobilité douce, de les réinsérer dans cette vie sociale et économique. Donc l'activité originelle de Carton Plein, qui a été créée en 2012, c'était la collecte de cartons auprès d'entreprises et de particuliers. Ces cartons, à l'inverse d'une entreprise peut-être plus classique qui collecte les déchets, ne va pas les mettre au rebut pour le recyclage, mais plutôt en fait les réemployer pour les utiliser comme cartons de déménagement ou d'envoi. Donc ça, c'était l'activité originelle de Carton Plein. Maintenant, elle a pas mal évolué depuis quelques temps. On fait aussi des déménagements à vélo à Paris. On fait de la collecte de déchets en tout genre. Et on fait aussi du transport de marchandises. Alors, Envie, Jean-Paul Raillard, je pense que c'est un acronyme, c'est ça? Expliquez-nous. Oui, 1984, création de la première entreprise Envie, qui veut dire entreprise nouvelle pour l'insertion dans l'activité économique. Et donc c'est une fédération qui regroupe une cinquantaine, un peu plus de 50 entreprises qui ont quatre métiers très rapidement. Le premier métier, c'est celui de l'insertion, c'est-à-dire donc prendre, comme Clément l'a dit, prendre des personnes qui sont éloignées de l'emploi, leur donner donc des compétences professionnelles, ce sont des contrats de 2 ans d'insertion. Une montée en puissance, c'est retrouver donc une vie économique et une vie professionnelle. Et ensuite, donc, les aider à retrouver un boulot. Et on a à peu près 75% de réussite quand même à la sortie. Et puis, dans les activités donc, logistiques et industrielles, la première activité historique, c'est la rénovation de matériel électroménager, essentiellement du gros, mais on fait aussi du petit électroménager. La deuxième, c'est une activité de logistique. Comme on collecte un certain nombre de déchets. On collecte à peu près en France, en gros, le tiers donc, des déchets électriques et électroniques.
Et puis la troisième activité qu'on a lancée il y a quelques années, qui est encore un peu en mode start-up, c'est celle sur le matériel médical, où on collecte, on répare, on rénove et on remet sur le marché du matériel médical, comme des fauteuils roulants, comme des lits médicalisés, des lève-personnes, des choses de genre. Alors expliquez-moi concrètement comment vous faites, parce que vous êtes en contact avec des entreprises, puisque vous collectez auprès des entreprises. Comment ça se passe? Vous allez voir ces entreprises, vous les démarchez, comment vous trouvez le matériel, comment après vous le recyclez, parce que tout ça a un cycle, j'imagine. Et puis pour être en plus dans l'économie circulaire solidaire, il faut aussi une organisation bien particulière. Comment vous trouvez ces personnes également que vous allez aider? Expliquez-nous concrètement comment ça marche, Camille. Alors, sur le contact auprès des entreprises, on a de la chance, grâce au réseau Emmaüs, de pouvoir faire parler de nous. On a des entreprises qui sont déjà sensibilisées justement à toutes ces notions d'insertion, à ces notions de réparer plutôt que jeter. Le mouvement Emmaüs existe quand même depuis pas mal d'années. Et voilà, pour nous, l'enjeu, c'est vraiment aujourd'hui de mettre le doigt sur l'insertion par le numérique et l'insertion numérique. Et pour ça, on a la chance d'avoir des entreprises qui sont à notre écoute et voilà, comme je le disais, qui sont assez sensibles au message. Qui répare? Comment vous faites pour réparer? Eh bien justement, nous, on ne répare pas nous-mêmes, on s'appuie sur l'expertise d'acteurs qui savent le faire. L'idée d'Emmaüs Connect, c'est plutôt d'être ici en coordinateur, en lien. On ne réinvente pas ce qui existe déjà, mais on s'appuie sur l'expertise de ceux qui savent déjà faire. Notre valeur ajoutée, elle est vraiment sur le ciblage justement de ces personnes. Vous nous demandez comment est-ce qu'on flèche ces personnes en situation de précarité. Et bien du coup, nous, on travaille avec un réseau de plus de 1500 structures de l'action sociale qui vont pouvoir diagnostiquer en fait ce qu'est le problème et le lien avec le numérique chez ces personnes-là. Donc voilà, on s'appuie aussi sur leur expertise. Grosso modo, on profite de toutes les connaissances et des connaissances sur le terrain qu'ont ces personnes-là. Et donc, elles nous envoient des personnes qui sont en situation de précarité numérique. On va ajouter à notre diagnostic et on va les aider selon leurs besoins. Clément ? Alors nous, donc, contrairement à Emmaüs, c'est vrai qu'on est un petit peu moins connus de base. Ouais. Donc il y a eu ce petit boulot un peu de prospection, de visibilité qui se fait petit à petit. Ça prend un petit peu de temps, mais on commence quand même à avoir une petite renommée. Donc c'est vrai qu'il y a eu un peu cette phase où il faut aller chercher des clients, des personnes chez qui on va justement aller collecter ces cartons. Et du coup, après, donc, pour tout l'aspect... Comment vous les approchez, ces clients, justement? Quels sont vos arguments quand vous allez les voir? Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pas mal d'arguments, à la fois donc, sur donc le fait que ces collectes se fassent en mobilité douce, donc en vélo avec des remorques. Du coup, c'est zéro pollution. Après, on les fait du coup par des personnes qui sont en situation d'insertion. Donc ça, c'est aussi vraiment quelque chose qui est important, généralement. Enfin, c'est un argument de poids quand on va démarcher ce type d'acteurs. Et après, il y a aussi notre modèle qui leur plaît vraiment parce que, comme je le disais un petit peu rapidement, à l'inverse d'une entreprise classique qui collecte les cartons, on ne va pas les mettre au recyclage, on ne les met pas au rebut pour qu'ils partent au recyclage. On va plutôt trier ces cartons-là, les descotcher, les revendre, ceux qui sont en bon état, les revendre comme cartons de déménagement ou pour les envois. Et ceux qui ne sont plus vraiment en état d'être vendus ou alors qui ont une taille un peu bizarre, dans ces cas-là, en fait, on va les transformer en matière de calage et de protection qui vont venir se substituer à des matières comme le papier bulle ou les chips de polystyrène. C'est un petit peu différent pour nous. On fait partie d'une filière, ce qu'on appelle une filière REP, c'est-à-dire pour tous les déchets électriques et électroniques, c'est une filière de responsabilité élargie du producteur. Donc, ce sont les producteurs qui deviennent responsables de l'ensemble de leurs produits qu'ils distribuent sur le marché jusqu'à leur recyclage final ou leur réutilisation, leur réemploi, comme on fait chez Emmaüs ou chez Envie. Donc, on passe là par des éco-organismes et ce sont les discussions avec les éco-organismes qui nous permettent de trouver ce qu'on appelle les points de collecte chez nous, qui sont soit chez les distributeurs, soit dans des déchetteries où on va récupérer donc du matériel. Dans ce matériel, ensuite, on va le trier et puis après, donc derrière, on le répare s'il est réemployable, s'il est réparable et puis sinon... Alors, donc, quand vous dites on le répare, je vais poser la même question qu'à Camille. C'est vous qui le faites? Comment ça se passe? Alors, c'est nous qui le faisons. Donc on a à peu près 45 ateliers en vie donc en France. On va en installer une dizaine. Pour les dizaines qu'on va installer donc dans les 18 mois qui vont venir, on a des discussions préalables avec les éco-organismes, pas essentiellement Écosystème, qui est un vrai partenaire et puis écologique donc également, qui vont nous permettre de dire là vous pourrez aller collecter un certain nombre d'appareils et de déchets, donc qui sont des déchets, pour les retransformer en faire des produits. Et
Et après, ces produits, donc comment ça se passe, tout le cycle? Alors après, ces produits, donc, soit donc, on peut les réemployer, on les réemploie, souvent avec 3 machines à laver en déchets, on en fait une qui est réutilisable largement. On la vend avec une garantie, hein, c'était ça la nouveauté donc, il y a 40 ans Où est-ce bientôt. qu'on peut les acheter, ce matériel? Alors on peut les acheter, on a une 50aine de magasins en France. D'accord. Là, vous avez un magasin à Paris, par exemple dans le 20e, hein, qu'on a ouvert. Alors c'est un petit magasin parce que les mètres carrés sont chers à Paris, mais vous pouvez donc faire une commande directe justement sur Internet et on vous livre. On est en train de faire une expérimentation avec carton plein pour faire des livraisons aussi d'appareils électroménagers en vélo. Hein, comme on a les accords bien sûr avec Emmaüs Connect aussi. Là, oui, parce que là, je vous entendais parler tous les trois. En fait, vous pouvez tous les trois travailler ensemble. Vous pouvez bosser ensemble. Il y a, chacun peut... vous pouvez faire réparer chez Envie. Est-ce que vous le faites déjà? Est-ce que vous collaborez d'ailleurs? Alors, on est en discussion avec Envie. Alors, en fait, on est en train de lancer 5 filières de reconditionnement en France. Hauts-de-France, PACA, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine et Île-de-France. Et on est en discussion notamment avec nos chers amis d'Envie du côté du Grand Est et du côté de la Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est en cours. Vous avez des réseaux, vous aussi, parce que vous pouvez travailler aussi avec Envie, il vient de le dire, Jean-Paul Raillard vient de le dire. Vous avez des réseaux pour être en connexion les uns avec les autres, pour que cette économie circulaire puisse vivre, puisse se développer? Alors, moi, je ne connais pas exactement s'il y a un réseau particulier, mais je sais qu'après, c'est avec le monde de l'ESS, je dirais, et un petit peu, l'ESS et l'économie circulaire, un peu un petit monde, donc on connaît assez vite certaines personnes. Et typiquement, sur ce genre de salon, c'est l'occasion de se rencontrer. Mais sinon, non, moi, à ma connaissance, je ne connais pas forcément de réseau particulier sur ça. Jean-Paul ? Alors, on a beaucoup de réseaux. Alors, il y a des réseaux solidaires. On travaille avec Emmaüs, on travaille bien sûr avec d'autres, avec les ressourceries donc également. On vient d'installer à La Roche-sur-Yon un atelier Envie et un magasin également qui sera aussi avec une éco-cyclerie donc locale. Donc on travaille aussi beaucoup avec des industriels donc des déchets, notamment avec de Richebourg, avec Suez, avec Veolia, des gros industriels, parce qu'on a en même temps soit des activités qui sont communes, qui sont en sous-traitance dans la logistique, dans le transport, soit on participe également à des chaînes de tri. Où ça nous permet justement d'employer des personnels en insertion. On a des chaînes de tri, par exemple à Dijon, on en a à Bordeaux, on en a plusieurs, on a au moins une dizaine à peu près donc en France, et dans lesquelles donc on est souvent en partenariat, en sous-traitance ou en copartenariat donc avec ces industriels. Et après il y a tout ce qu'on essaye de faire aussi. Il y a Envie Strasbourg par exemple dont on parlait, qui travaille beaucoup sur les produits électroniques justement, donc qui en même temps vend aussi du matériel électroménager sur la label Emmaüs. Donc c'est également un partenariat qu'on cherche en priorité, donc aussi bien pour tout ce qui concerne nos achats, à travailler plutôt avec des entreprises solidaires et de l'ESS qui nous ressemblent. Vous employez donc des personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui sont en situation d'exclusion. Comment vous les captez, ces personnes-là ? Alors moi c'est vrai que sur cette partie-là, c'est pas exactement le cœur de mon travail. Et moi je sais que c'est surtout donc, mes collègues accompagnateurs socioprofessionnels qui vont pouvoir être là pour capter ces personnes-là. Alors exactement, encore une fois, je sais pas comment ça se fait. Je crois que c'est par le biais de Pôle emploi ou par des missions locales. Et voilà. Jean-Paul ? Alors, ça a pas mal changé. Donc, il y a jusqu'à une date assez récente, ça passait essentiellement par Pôle emploi et par la direction du travail. Donc, on négociait d'abord un certain nombre d'emplois, justement, donc d'insertion. Il y avait des budgets qui étaient faits donc là-dessus. On essayait d'arracher tous les ans donc un petit peu plus donc d'emplois d'insertion. Ça s'est beaucoup débloqué avec le pacte Ambition, le pacte Ambition qui a été signé donc en 2020 et qui avait pour objet de créer 100 000 emplois donc d'insertion supplémentaires. Donc là, on a vu les budgets se débloquer. On est passé dans certains endroits donc de 30 personnes par une insertion à 40, voire 45. Et là, il y a un changement fondamental, c'est qu'on peut aller directement chercher les personnes. Donc on se met en accord avec notamment les associations de quartier qui nous signalent aussi telle ou telle personne. On est en relation donc avec Pôle emploi directement, parce qu'auparavant, les personnes devaient être agréées, si je puis dire, Pôle emploi. Et on discute avec eux, mais après coup, c'est un contrôle de Pôle emploi qui est ex post, si je puis dire. Donc une fois qu'on a fait, effectivement, ils nous font confiance et ils viennent nous contrôler après. Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont en exclusion, qui ne sont pas affiliées à Pôle emploi, qui ne peuvent pas l'être. Donc pour ces personnes-là, effectivement, il faut trouver des solutions. Oui, oui.
Donc ça se fait maintenant beaucoup plus en symbiose avec différents acteurs, ce qui est à mon avis une très bonne chose. Ouais. Camille, vous nous parliez tout à l'heure, vous nous donniez des chiffres de l'exclusion numérique. Vous, comment vous réagissez face à ces chiffres qui sont très importants? Est-ce que vous allez pouvoir justement combler tout ça? Alors, on n'a pas la prétention de pouvoir tout combler. On essaye à notre échelle de faire un maximum d'actions. Et comme je vous le disais, ça passe vraiment par l'humain. On a une chance inouïe aujourd'hui, c'est d'avoir plus de 600 bénévoles qui donnent de leur temps, qui viennent accompagner les personnes sur des usages tout simples. On a des personnes qui arrivent en point d'accueil qui ne savent pas utiliser un pad, qui ne savent pas utiliser une souris, qui ont besoin d'aide pour leur démarche administrative. Vous le savez peut-être, en 2022, les démarches administratives vont être entièrement digitalisées. On va laisser sur le carreau bon nombre de Français. Et donc l'idée, c'est vraiment de leur venir en aide. On n'y arrivera pas tout seul. On a la chance de pouvoir compter sur des super collaborations. Et voilà, on s'appuie aussi beaucoup sur toutes les forces vives. Et je tenais à le dire, on parlait de réseau tout à l'heure. Il y a une richesse aujourd'hui dans le mouvement Emmaüs, mais dans tout ce qui se passe en ce moment autour de l'ESS, autour de l'accompagnement, de l'insertion, qui fait que... Il ne manque pas grand-chose vraiment pour qu'on transforme l'essai, je pense. Et voilà, c'est de la prise de contact et il faut passer du temps à travailler ensemble. Mais voilà, j'ai bon espoir. De toute façon, on avance comme ça. Concrètement, il y a aussi des formations, j'imagine, qui sont mises en place pour ces personnes? Alors, nous, on est organisme de formation chez Emmaüs Connect pour les personnes, les professionnels qui sont en contact avec les publics en situation de précarité pour les aider justement à diagnostiquer ce qu'est la précarité numérique. Et en effet, du coup, quand les personnes qui sont en situation de galère numérique viennent dans nos points d'accueil ou dans des structures affiliées qu'on appelle des relais numériques, elles sont accompagnées aux usages. En effet, on prend le temps. Il y a le matériel et puis il y a la formation, c'est vrai. C'est ça. S'en servir de ce matériel. Voilà, comment s'en servir. Donc, on a des formations plutôt en groupe et puis on a aussi une autre formule qui est vraiment du cas par cas. Donc, j'ai besoin de télécharger Zoom pour parler à mes petits-enfants. J'ai besoin de rédiger mon CV. Comment est-ce que je fais? Tout ça, ça peut se passer avec un bénévole qui va vraiment venir apporter son aide à la personne. On parlait tout à l'heure de carton plein et des clients. Est-ce que vos tarifs ils sont plus chers parce que des livraisons à vélo, parce que du recyclage, parce que tout ça, ça implique un coût? Est-ce que les clients sont sensibles au fait que oui, ça va peut-être être un peu plus cher, mais on est dans l'économie circulaire, mais on a des valeurs et on les met en avant? Est-ce que les clients sont à l'écoute de cet argument? Alors ouais, tout à fait. Alors déjà, pour tordre le cou un petit peu à ce préjugé, c'est qu'on n'est pas forcément plus cher. En fait, on est même on est même très compétitif sur les petits et moyens volumes. Après, c'est vrai que bien sûr, aujourd'hui, sur les activités qu'on fait, donc par exemple, typiquement la collecte de carton, c'est vrai que si on doit venir collecter l'équivalent de, je sais pas, une vingtaine de mètres cubes de carton, c'est vrai que dans ces cas-là, nous, il faut qu'on mette à disposition beaucoup d'agents et de vélo-remorques. Et dans ces cas-là, le coût va être assez important. Par rapport à un camion où il y a juste un chauffeur, un camion, 20 mètres cubes et ça rentre tout de suite. Par contre, voilà, sur les petits volumes justement qu'on peut avoir à Paris et Petite Couronne, là vraiment c'est vachement intéressant. On est vraiment compétitif par rapport à un autre acteur qui va être en camion. Mais il arrive aussi des fois quand même qu'on soit plus cher et que les clients décident quand même de faire appel à nous. Déjà parce que ça fait partie de leur valeur tout simplement. Et aussi parce que le fait de pouvoir communiquer là-dessus après, ça donne aussi un boost RSE à leur activité. Donc ils sont quand même contents de pouvoir communiquer un petit peu sur le fait qu'ils collaborent avec Carton Plein. Les clients qui vont dans les magasins Envie, pareil, combien ils payent est-ce qu'ils payent plus cher l'article qu'ils vont acheter parce qu'il y a eu recyclage, parce qu'il y a eu il y a eu du travail quand même dessus. C'est pas fait à la chaîne non plus, donc c'est pas. Donc comment ça se passe ça? Les arguments et qu'est-ce qu'ils vous disent ces clients? Alors, ce qu'ils nous disent, la priorité Envie a été créée pour faire de l'insertion, mais également pour mettre aussi des équipements indispensables à disposition de personnes qui avaient des faibles ressources. Lorsque l'on vend un matériel, on le vend en moyenne 50% de l'équivalent du prix du neuf. Alors, on fait un calcul économique, naturellement, c'est-à-dire ce sont les appareils qu'on reçoit gratuitement, parce que ce sont des déchets, ce sont les choses qui sont données ou qui sont jetées dans les déchetteries, ce sont les choses. Il y a naturellement un coût de logistique, etc. Il y a un coût de réparation, il y a un coût de formation également derrière, donc aussi, puisqu'on forme les personnes.
Et après, derrière, on arrive à des tarifs qui sont effectivement, donc, en gros, 50% le prix neuf. Ce n'est pas une activité extrêmement rentable, hein. C'est moins rentable que la logistique, le transport, etc. Mais on essaye de faire beaucoup d'efforts sur la formation, la productivité, la qualité aussi, hein. On dépend beaucoup de la qualité, hein. Donc, si on veut être crédible. Et après, sur le matériel médical, on arrive à le vendre. Ce sont les matériels souvent qui sont, je le dis comme ça, comme je le pense, hein, vendus avec des marges quand même relativement importantes, hein, alors que c'est un matériel qui est remboursé que neuf pour l'instant par la Sécurité sociale, mais ça devrait changer donc dans l'année qui vient. Et là, on va jusqu'à 70% simplement du marché du neuf, hein. Ça veut dire que c'est important aussi pour nous. On a démarré cette activité parce qu'on a eu en face de nous une personne qui avait une maladie neurodégénérative, hein, de 35 ans à peu près, hein, qui devait changer absolument de fauteuil parce qu'elle ne pouvait plus se servir de l'ancien. Et là, il arrivait encore à travailler, donc il était au SMIC à peu près, un petit peu plus du SMIC. Mais il y avait 10 000 euros à mettre sur la table de reste à charge, puisque la Sécurité sociale ne pouvait pas prendre en charge. Alors on avait un fauteuil, par contre, qu'on vient de réparer, qui correspondait bien à ses besoins. On travaille aussi pour ça beaucoup, hein, non seulement pour l'allongement de la durée de vie, pour éviter le gaspillage, etc., et puis aussi beaucoup pour vis-à-vis de ces personnes-là, de ces ménages-là. Est-ce que vous rencontrez des blocages, des difficultés dans votre activité, Camille ? Les principaux blocages que l'on va avoir, ça pourrait être l'habitude qu'ont les entreprises pour l'instant de revendre leurs équipements en fin de vie à ce qu'on appelle des brokers, sans savoir forcément, je ne sais pas si on m'entend, si c'est bon, sans savoir forcément ce que vont devenir ces équipements. Ça arrive en partie qu'ils soient envoyés en Afrique ou dans d'autres continents et que ça finisse en décharge en fait, puisqu'on ne connaît pas la fin de vie en fait des équipements. Donc voilà, on est en train de faire changer les mentalités là-dessus. L'autre blocage que l'on peut rencontrer et sur lequel on mène aussi une action de plaidoyer vise à permettre aux collectivités de faire des dons de manière beaucoup plus facile en fait auprès de structures telles qu'Emmaüs Connect, puisqu'aujourd'hui c'est très compliqué. Donc voilà, on avance là-dessus et on a plein de sujets de plaidoyer évidemment autour de l'allongement de la durée de vie des équipements numériques. Voilà, on travaille notamment avec Centrale Supélec, on a envie de mobiliser les étudiants, les futurs ingénieurs sur le fait d'éco-concevoir au maximum les produits. Évidemment, on prône le reconditionnement local. Donc voilà, toutes ces valeurs-là, on a des personnes en face de nous qui y sont sensibles. Néanmoins, il va falloir quand même travailler encore ensemble pour vraiment transformer l'essai. Clément, est-ce que vous rencontrez, vous, des difficultés, des blocages ? Je dirais que le blocage qu'on peut avoir, surtout, ça va être sur un peu la visibilité qu'on peut avoir. C'est vrai que Carton Plat, comme je disais, ça commence à être connu, mais il y a encore un petit peu de temps. Et il y a aussi certains besoins peut-être de légitimité. Des fois, on peut voir un peu Carton Plat comme étant une association qui emploie les personnes en réinsertion et donc du coup pas forcément toujours très fiable. Alors que c'est pas du tout le cas hein, sur nos collectes aujourd'hui ou même les ventes de cartons, etc. On arrive à un niveau de service et de qualité qui est assez impressionnant. Donc voilà, c'est ça, un petit peu plus de visibilité, un peu plus de confiance. Je dirais que c'est surtout ça. Jean-Paul Rouillard ? Pas de difficulté du tout de vente en tout cas, hein. Tout ce qu'on produit, ça part immédiatement. On a eu des problèmes surtout pour approvisionner nos magasins. Et donc ça veut dire que la principale difficulté, c'est de trouver donc justement des sources de gisement. D'accord. Et c'est là où on développe ces partenariats avec les éco-organismes hein, qui nous aident beaucoup parce qu'on a les mêmes objectifs, hein. Nous, on souhaite multiplier par 5 quand même ce qu'on va produire. Il y a un marché qui explose actuellement là, sur la seconde main. Et on veut, dans les 10 ans qui viennent, donc à peu près multiplier par 5. Donc ça veut dire qu'il faut que les éco-organismes nous accompagnent. Et ils nous accompagnent pour essayer de trouver de nouvelles sources de gisements. Il y a un gâchis terrible hein, de ce qu'on appelle des gisements qui sont ce qu'on appelle massifiés, c'est-à-dire des frigos qui sont pris avec des pinces, qui sont mis dans des bennes pour être transformés, là ensuite triés ou récupérés, faire la valorisation de matière. Alors qu'il y a pas mal de choses qu'on pourrait récupérer, remettre sur le marché. Et comment faire alors comment faire justement, c'est travailler sur la chaîne de valeur et travailler au niveau de la collecte hein, pour faire en sorte que tous les matériels passent par un tri préalable. La solution, c'est le tri le plus en amont possible. Il faut absolument qu'on fasse aussi avec d'autres acteurs. On les fait avec Emmaüs, on les fait avec des ressourceries aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être réutilisées, mais il faut trouver donc le trésor, si je puis dire, donc, et capter le trésor donc, à la source. Et si je peux me permettre Bien sur sûr. cette question des gisements, en fait, aujourd'hui, alors pour parler que de ce que je connais, donc de l'équipement numérique, il y a 2 millions à peu près d'entreprises françaises qui déclarent avoir de l'équipement dormant dans leurs locaux. Donc si vous qui nous écoutez
être collaborateur, j'imagine, travailler pour la RSE, les DSI, etc., n'hésitez pas à solliciter ces personnes-là en leur montrant qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible en fait, d'avoir des équipements qui sont inutilisés, qui dorment quelque part, alors qu'on a 8 millions de Français qui n'en ont pas. Voilà, 2 millions d'entreprises, 8 millions de Français. Grosso modo, on pourrait très très facilement, en quelques années, répondre au problème de la fracture numérique. Qu'est-ce qui vous manquerait pour vous développer davantage en dehors des difficultés qu'on vient d'évoquer? Qu'est-ce que vous voudriez, si vous aviez un vœu pieux à faire sur ce salon, ça serait lequel? Clément, on va commencer par vous. Alors j'aurais plusieurs vœux hein, du coup, mais c'est vrai que du coup pour nous développer, on a besoin de créer, de développer et de sécuriser un petit peu des partenariats avec des acteurs privés sur le long terme. Donc ça va être par des confiances sur nos prestations. On va aussi avoir besoin de fonds pour se développer, parce qu'en fait on a besoin d'acheter plus de vélos, plus de remorques pour avoir plus de personnes du coup qu'on accompagne dans cette réinsertion. Donc du coup voilà, ça passe par des fonds de fondation. On a aussi besoin du soutien des collectivités, notamment pour mettre en avant toutes les solutions qui vont être écologiques et inclusives dans les commandes publiques. Et très concrètement, c'est vrai qu'aujourd'hui, un des trucs que tout le monde peut faire aujourd'hui, c'est on a deux projets sur le budget participatif de la ville de Paris, les projets 3 et 20, il me semble, où du coup, vous pouvez nous soutenir pour augmenter un peu nos capacités et avoir toujours plus de personnes en inclusion. Camille? Alors, ce qui nous manque, je pense qu'on aimerait que l'exclusion numérique n'existe plus. Donc finalement, notre but n'est pas de perdurer éternellement. Aujourd'hui, je pense que voilà, on a besoin aussi, nous, du soutien des collectivités. C'est le cas, mais on aimerait encore plus les inclure dans tous les projets qu'on mène autour de l'inclusion numérique. Et puis, bien sûr, c'est ce que je disais, sensibiliser les entreprises, avoir leur soutien. Pour nous, c'est primordial. Et je pense que finalement, en tant que citoyens, on vise tous le bien commun. Et donc, ce genre de projet qu'on vous présente aujourd'hui, pour moi, c'est dans la droite lignée de ce bien commun dans lequel on a envie de vivre. Jean-Paul? Alors, deux difficultés majeures. La première difficulté, c'est l'allongement de la durée de vie des produits. Ça nécessite des professionnels. Des professionnels dans la rénovation comme on le fait, des professionnels dans la réparation et autres. Il y a une filière qui a été mise à mal ces dernières années, puisque les consommateurs préféraient acheter un produit d'Extrême-Orient à 100 € plutôt que d'acheter un qui dure plus longtemps, qu'on puisse réparer, etc. Donc beaucoup d'appareils qui ne sont pas réparables. Là, ça a été changé avec l'indice de réparabilité. Mais derrière ça, il y a un manque cruel justement de techniciens. Donc on fait une école de formation pour nous qui est interne. Quand on va trouver des acteurs aussi pour le faire en externe, mais il y a besoin de plus de 1000 personnes aussi. Hein. Donc il y a une lutte un peu acharnée. J'ai Darty tous les jours. Mais est-ce que vous ne pouvez pas nous fournir? Mais les gens qui sortent de chez nous ne sont pas encore aptes à être réparateurs Darty et aller chez le client. Donc il faut encore faire une étape supplémentaire. Donc on a une école de formation aussi, un certificat de formation. Il faut aller plus loin dedans. La deuxième chose, c'est les financements. Alors, on profite pour dire qu'avec la Caisse d'épargne, il y a un partenariat quand même qui est lointain. Sur les 10 dernières années, vous avez quand même financé 1,3 million à peu près chez nous. Hein. Donc, c'est quelque chose de pas négligeable. Mais à chaque fois, il faut une installation. Par exemple, on va faire une installation à Saint-Nazaire, une des installations qu'on fait. Donc, une nouvelle, un déménagement plutôt. Un bâtiment qui va faire 4500 mètres carrés, parce qu'on a besoin de mètres carrés. Donc, ça coûte cher. Ça coûte de plus en plus cher. Il y a le prix du foncier. C'est quelque chose d'un handicap énorme. Et là, il y a 2 millions, un peu plus de 2 millions à trouver pour ça, pour faire construire un bâtiment et acheter le terrain. Donc on fait le tour, naturellement, on passe beaucoup de temps à faire le tour aussi des financeurs et puis on fait de la levée de fonds sur la partie en vie autonomie, sur le matériel médical. Donc on a levé là 3 millions ou un peu plus de 4 millions, je crois. On va recommencer aussi, on y arrive, mais c'est beaucoup plus difficile, j'allais dire, malheureusement pour l'économie sociale et solidaire que pour quelques startups que je n'aurais pas nommées, qui font réparer donc à l'extérieur de la France, donc qui ne créent pas d'emploi local ou peu d'emploi local, mais qui trouvent des millions parce qu'effectivement, là-dedans, on fait des taux de profit qui sont supérieurs aux nôtres. Voilà. Écoutez, on espère que le message aura été entendu, en tout cas. Hein. Merci beaucoup à tous les trois. Hein, c'était très intéressant. Nous, on va continuer sur d'autres tables rondes.